Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live. Merci. On va attendre que les gens se connectent un petit peu. Ryan se connecte. Bonsoir Yann. Si vous pouvez nous confirmer qu'on nous entend bien, ce serait super. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir Maxence. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous entendez bien? Ouais, super, merci Agathe. Eh bien, bonjour, bienvenue sur ce live, sur ce nouveau live Doc Finance, donc sur Facebook, sur le thème la création et le développement d'un fonds. C'est d'abord une équipe. Quels sont les profils les plus recherchés? Donc, ce live correspond du coup au mois thématique de la gestion d'actifs du mois de décembre. Encore un petit mot du coup sur Doc Finance, qui est la première communauté financière de France avec 700 000 membres, avec le côté communautaire, la partie actualité spécialisée et contenu, la partie opportunité, offres de stage, d'alternance et d'emploi, les entreprises de la finance que vous pouvez retrouver, qui font partie de l'écosystème financier. Vous pouvez retrouver évidemment tout ce dont je viens de dire du coup sur docfinance.com. Pour ce live, nous serons accompagnés du coup de Hajar Yousfi, analyste et gérante chez Ophi Asset Management, et Irina Verizenko, maître de conférence en finance de marché au CNAM. Bonjour à vous deux, merci d'être là pour ce live. Je rappelle évidemment le principe de ce live, c'est en grande partie de pouvoir répondre aux questions que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à poser du coup vos questions en commentaire de ce live et on y répondra au fur et à mesure. Dans un premier temps, je vous propose de commencer par une petite présentation du coup des intervenants et du coup je donne la main à Hajar qui va se présenter en quelques mots. Merci. Donc je me présente, je m'appelle Hajar Yousfi, je suis analyste gérante d'obligations convertibles au sein d'Ophi-AM. Ophi-AM, c'est une société de gestion filiale de la Massif et de la Matmut. On gère à peu près 72 milliards d'encours. On a une offre sur tout type de style de gestion. Ça va des actifs cotés, donc tout ce qui est actions, obligations ou encore obligations convertibles, aux actifs non cotés, qui est financement d'infrastructures ou des ETI, donc les entreprises à taille intermédiaire, en passant par la gestion sous mandat, donc c'est des fonds pour un client institutionnel en général, bien avec des contraintes faites sur mesure pour ce client-là. Mon parcours en quelques mots, j'ai fait des études de mathématiques appliquées au sein de l'université Paris-Dauphine. Ensuite, avant de me spécialiser, j'ai fait une année de césure, donc 2 fois 6 mois de stage, pour avoir un peu plus être un peu plus proche de la réalité des métiers et voir ce qui me plaisait, de ce qui me plaisait moins. C'est là que j'ai découvert la gestion d'actifs. Donc, je me suis orientée vers le master 222 de Paris-Dauphine, qui est le master de gestion d'actifs. Donc, c'est un master qui est en alternance. Donc, ça m'a encore plus permis de faire pendant toute cette année d'études un stage. Et donc de voir un peu plus concrètement encore un nouveau métier. Là, en l'occurrence, c'était le développement produit au sein d'un gestionnaire d'actifs. Et tout ça m'a permis en fait de voir plus précisément ce qui me plaisait de ce qui me plaisait moins, hein, d'où l'importance de ces expériences pendant les études. Et donc, suite à mes études, j'ai intégré Odo Asset Management comme assistante de gestion au sein des équipes taux et obligations convertibles. Et pendant 1 an, et puis ensuite, donc depuis 10 ans, je suis au sein d'Ophi-AM, toujours dans l'équipe d'obligations convertibles, où j'ai commencé en tant qu'analyste dédiée et où j'ai évolué vers la gestion. Donc je suis actuellement gérante d'obligations convertibles globales. Et ce qui me plaît particulièrement dans ce métier, c'est vraiment qu'il faut à la fois
ça allie à la fois en fait un besoin de rigueur pour faire les analyses et choisir les noms dans lesquels on veut investir ou pas investir, et aussi un besoin de curiosité parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui peuvent influencer les cours des valeurs dans lesquelles on investit, qui peuvent être macroéconomiques ou news flow sur les concurrents ou autres. Donc il faut toujours être en alerte. Et surtout, il faut ne pas avoir peur d'apprendre et d'être en constante évolution. Notamment, là, l'exemple le plus récent, c'est l'ESG. Donc, il faut intégrer des critères extra-financiers à nos analyses qu'on faisait jusqu'alors. Et ça, c'est très, très important dans nos métiers, cette capacité d'évolution. Voilà pour mon parcours. Et puis, ce que je voudrais ajouter, c'est que OFI AM recrute et que pour ceux que ça intéresse, il ne faut pas hésiter à aller jeter un œil sur notre site internet, sur la rubrique ressources humaines. On recrute des stagiaires, des apprentis, des alternants toute l'année dans les différents métiers de la gestion d'actifs. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Et on va donner du coup la parole à Irina qui va se présenter également. Je m'appelle Irina Verizenko. Je suis maître de conférence en finance des marchés au CNAM. Je suis aussi la responsable du master. Et donc, je vois qu'il y a Philippe qui pose déjà la question. Bonsoir, quelle formation il faut suivre pour s'orienter vers ces métiers? Et ce sera une question pour moi parce que je suis la responsable du master finance des marchés au CNAM qui est orienté notamment en gestion du capital. Ce master a été créé par un professeur de l'ESSEC, donc il a été créé dans les années 2000 par un professeur de l'ESSEC. Donc finalement, c'est devenu une formation à double échelle, entre les 12 établissements. Donc il y a les auditeurs du CNAM qui vont aller à l'ESSEC et les éditeurs de l'ESSEC qui peuvent demander l'équivalence chez nous, qui peuvent se former chez nous. Donc, je pourrais vous répondre un petit peu plus en détail sur quelle formation, sur quelle base technique il faut avoir pour exercer ces métiers. Peut-être au départ, je vais vous parler de ma formation et de mon parcours. Je viens aussi comme Ajar, je viens de la formation initiale en mathématiques appliquées. Je suis ukrainienne, du coup, j'ai fait mon parcours initial et ma formation initiale à Kiev, en maths appliquées. Et je dois vous dire, au départ, j'ai appliqué la mathématique pour modélisation des satellites. Et pour moi, c'était tellement abstrait. Et vous voyez, c'est la culture soviétique, mais qui est un peu démodée aujourd'hui. Et donc, je me suis ouverte au monde de la finance et j'étais employée autant qu'informaticienne, parce que je travaillais pour un. Donc, je faisais la formation au sein des facultés, le département qui s'appelle cybernétique. Donc, c'est aussi la culture très soviétique. Donc, au lieu de dire l'informatique, on va parler des cybernétiques. Vous savez, comme la cyberdéfense aujourd'hui. Et donc, je faisais mes études de mathématiques appliquées au sein de ces départements cybernétiques à l'université. Et donc, on a eu cette formation aussi de l'informatique, les maths qui allaient, qui s'accompagnaient de l'informatique. Et donc, au départ, j'étais embauchée autant qu'informaticienne. Et donc, je faisais au départ le code pour une entreprise danoise qui est un éditeur de logiciels de gestion d'actifs et qui cherchait notamment ces profils pour notamment on faisait le code. Mais je dois vous dire que vu que je viens de la formation des maths appliquées et l'informatique, j'ai pas eu les bases en finance. Et donc, il fallait que je traverse à chaque fois, on a traversé le parcours des formations à l'interne, la formation spécifique de cette entreprise, ce qui était pas mal, mais qui était donc finalement une vision assez fractionnée. Donc, par exemple, j'étais sur les obligations, comme Ajar, j'étais sur les obligations et notamment les calculs des intérêts courus d'une manière non linéaire. Mais donc, j'étais formée là-dessus. Et donc, si vous voulez, ça vous donne une vision très fractionné des modes économiques, des fonctionnements du marché financier, des fonctionnements de l'économie. Et j'ai senti ces limites dans ma fonction et disons que ma curiosité allait au-delà de cette vision très fractionnée par exemple, sur les obligations. Et du coup, j'ai ressenti ces besoins de me former, de continuer la formation. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire la thèse qui va être la thèse en finance computationnelle.
donc c'est Computational Finance. Et de cette manière, j'étais embauchée à Paris. Donc, j'étais embauchée en France par 12 universités. L'université à Lille, qui était l'université de l'informatique, et l'IAE de Paris 1, donc en finance. Et j'ai travaillé pendant 3 ans sur ces sujets, Computational Finance. J'étais donc encadrée par les deux professeurs, et on a développé tout un champ de connaissances et oui, on a travaillé beaucoup sur ces sujets de l'informatique, l'intelligence artificielle dans les salles des marchés. Donc ça, c'est mes sujets, ma passion, c'est mes sujets favoris. Je dois vous dire aussi ce qui va vous concerner parce que vous êtes venu attiré par ces titres des métiers et des profils. Je dois vous dire aussi que donc, au fait, j'ai soutenu ma thèse, j'ai décidé, bon, pourquoi ne pas passer le concours public et voir qu'est-ce que ça donne. Et du coup, finalement, j'ai réussi le concours public et j'étais sélectionnée pour le CNAM, notamment pour la gestion de ces grands masters des finances des marchés, de gestion du capitaux. Qui est la formation continue. Je dois préciser qu'il s'agit d'une formation continue. Donc, l'âge moyen de nos auditeurs est de 41 ans. Le profil classique de nos auditeurs sont les informaticiens qui veulent s'orienter vers la finance, ce qui est très demandé aujourd'hui de la part des informaticiens, mais ce qui est demandé aujourd'hui de la part du métier, des fonds de gestion, des banques, des intermédiaires. Donc, c'est vrai, il y a l'offre et il y a la demande. Et donc, le public principal du CNAM, c'est les ingénieurs. Donc, ils sont déjà diplômés des grandes écoles d'ingénieurs, mais ils travaillent souvent. Ils travaillent déjà au sein des banques, ils travaillent déjà au sein des fonds, au sein des banques, mais pour des raisons c'est pour l'évolution des carrières, pour des raisons d'évoluer dans les hiérarchies, ou les mêmes besoins que moi j'ai formulés à l'époque, pour ne pas avoir juste la formation interne et avoir la vision fractionnée de tous les mécanismes du marché. Donc, ils viennent au CNAM pour se former. Et la vocation du CNAM, c'est d'accompagner ses besoins, accompagner ses auditeurs qui cherchent pas forcément à se reconvertir, mais qui cherchent par leur curiosité, avec leur base de l'informatique et des finances, qui cherchent des bases informatiques et de la mathématique, cherchent à les appliquer en finance. Mais j'ai vu quand je vous ai dit que j'ai vu différents publics et au sein du CNAM par mes liaisons historiques, par différentes liaisons. J'interviens aussi dans les plusieurs écoles de commerce. Donc, vous pouvez me trouver, par exemple, à l'ESCA. Parce que j'étais à l'époque, avant que je passe au concours public, j'étais permanente, pendant 1 an, j'étais permanente à l'ESCA, qui est une très bonne école de commerce post-bac. Vous pouvez me trouver à l'ESSEC, sur un module, sur une option qui est donc à finance des marchés aussi, parce que je vous ai dit, le CNAM a des liaisons extrêmement fortes avec l'ESSEC historiquement, parce que ces masters étaient créés par Roland Porté, donc le professeur de l'ESSEC. Donc, moi, je vais enseigner à l'ESSEC, donc les auditeurs de l'ESSEC vont suivre les cours avec moi, et en même temps, les auditeurs du CNAM vont suivre les cours avec les professeurs de l'ESSEC. Donc, vous pouvez me trouver aussi à l'INSAM, donc les arts et métiers. Vous pouvez me trouver à l'IAE, parce que c'était le lieu l'institution où j'ai soutenu ma thèse finalement, où j'ai eu mon diplôme. Vous pouvez me trouver aussi, vous pouvez me trouver aussi à Dauphine, parce que la semaine prochaine, je soutiens mon habilitation à diriger la recherche au sein des Dauphines, donc en finance des marchés. Donc, vous savez, par des liaisons, soit par la recherche, soit par des liaisons historiques. Par exemple, le laboratoire des recherches est lié à l'ESCP. Donc, j'ai une très bonne vision sur la formation en finance des marchés. Donc, comme je vous ai dit, l'ESCP, l'IAE, le CNAM, l'INSAM, l'ESCA. Donc, par les différentes chaînes, je suis liée aux établissements de formation, aux grandes écoles des commerces
Et donc, j'ai une bonne vision sur la formation en finance des marchés et j'espère que je pourrai répondre à vos questions sur quelles les bases nécessaires, quel parcours, à partir de quel niveau vous pouvez intégrer, à partir des licences, à partir des masters, sur quel master s'orienter. Merci beaucoup, Irina. C'était complet en tout cas. Du coup, on va commencer par le premier sujet donc du live. Ensuite, on passera du coup aux questions. La gestion d'actifs, finalement, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les familles de métiers qu'on peut y retrouver et comment la gestion d'actifs se transforme? Alors, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose de synthétique, parce que donc voilà, il est déjà 18h20, donc on va essayer quand même de répondre aux questions en quelques minutes. Est-ce que vous pouvez expliquer finalement ce que c'est que la gestion d'actifs et ce qu'on va retrouver en termes de métiers? On va commencer par Ajar. Une société de gestion, ça a vraiment besoin d'une multitude de compétences pour pouvoir bien fonctionner et pour pouvoir, ne serait-ce que lancer un fonds, on a besoin de tout un tas de métiers différents. Ça passe du front office, donc qui regroupe les analystes ou les gérants. Ensuite, on a tout le back office, le middle office. Il y a du reporting, des commerciaux. Des services marketing, juridiques, il y a de l'audit, il y a vraiment toute une gamme de métiers. Et on va prendre un exemple, par exemple, quand on veut lancer un fonds, il faut qu'il y ait un commercial qui crée le lien avec le client, évidemment. Ensuite, le commercial va emmener le gérant pour que le gérant pitch sa proposition au client. Pour faire cette proposition, le gérant a besoin d'une présentation marketing qui est faite par l'équipe marketing. Cette présentation doit passer par un filtre du juridique ou de l'audit interne pour qu'elle se respecte bien toutes les normes de performance sur lesquelles on communique, etc. Donc, il y a tous ces besoins-là. Ensuite, le gérant, si la proposition est acceptée et que les fonds sont reçus, le gérant va passer ses ordres, va choisir déjà les valeurs dans lesquelles il veut investir, etc., puis passer ses ordres. Ces ordres-là passent par une table de négociation. Donc, ce n'est de moins en moins les gérants qui traitent en direct. Donc, c'est une table de négociation qui récupère les ordres et qui les exécute. Ensuite, il y a le middle et le back office qui vont faire toute la partie administrative de prise de contact avec la contrepartie avec laquelle on a traité pour pouvoir vérifier si les ordres correspondent bien des deux côtés, etc. Enfin, toute la partie administrative. Donc ça, c'est pour le passage des ordres et la gestion des ordres. Ensuite, il y a la compta qui va gérer les calculs de VL au quotidien ou de façon hebdomadaire, etc., en fonction des fonds et de leur spécificité. Puis derrière, il y a le service reporting qui doit, de façon périodique, donner toutes les informations nécessaires au client sur la performance de son fonds et ce qui s'est passé sur les marchés, les mouvements qui ont été faits, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Merci Adjar. Ouais. Et du coup, il y a une question qui va un petit peu en amont de tous ces métiers-là, c'est la formation. Donc, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de la manière dont la gestion d'actifs se transforme. Mais avant ça, Irina, du coup, est-ce qu'on peut peut-être répondre à la question de Coralie qui se pose comme question, quelles sont les formations qu'il faut suivre pour s'orienter vers finalement ces métiers que Adjar vient d'expliquer? Je vais peut-être prendre un petit peu le recul et je vais donc rajouter peut-être un petit peu quelque chose de plus général au sujet des gestions d'actifs. Adjar a donné un très bon zoom sur les métiers, sur les différents services, tout ce qui vient au support et qui assure finalement cette gestion des capitaux. Mais je dois juste préciser qu'il s'agit de gestion du capital, à quel niveau, j'imagine qu'on a les différents publics qui s'est connecté et en fonction des questions au pouvoir qu'il y a les néophytes qui sont là pas uniquement parce qu'ils sont du métier, mais aussi par leur curiosité. Je dois juste préciser que la différence entre la gestion du patrimoine et la gestion des capitaux va être la suivante, que la gestion du capital va changer complètement l'échelle. Si dans la gestion du patrimoine, on va être face à notre client
Et on va l'accompagner, on va lui aider à déplacer ses fonds, sa petite fortune. On va l'accompagner sur le pas de vue juridique, sur le pas de vue fiscal. On va lui conseiller comment défiscaliser sa petite fortune dans la gestion des capitaux. Et c'est ce qui assure Ajar. On va changer complètement l'échelle. On va pas être forcément face à notre client donné, mais l'idée de se récolter, c'est ce qu'ils font les métiers d'ESS, de récolter les fonds, de regrouper les fonds et ensuite on va avoir plusieurs avantages de gestion du capital, plusieurs avantages de gérer les fonds, donc plusieurs avantages d'investir dans ces fonds, notamment l'expertise procurée par Ajar, l'effet de diversification, donc autant qu'ils font, qui va avoir plusieurs capitaux, donc les capitaux sous gestion beaucoup plus importants qu'un petit particulier avec sa fortune. Ajar peut aller sur la palette des produits beaucoup plus riches. Donc, elle peut prendre donc sur la palette des produits plus riches, sur les risques différents. Elle peut mieux diversifier les risques et potentiellement chercher plus de rentabilité. Donc, c'est l'avantage qui peut procurer aujourd'hui la gestion du capital. Donc, la première et la différence principale quand on parle de gestion du capital, il faut imaginer, c'est les échelles qui changent, l'ampleur qui change, forcément la responsabilité qui change. Donc, les frais de souscription, les frais de gestion vont être aussi différentes. Vous me posez la question de quelle est la question, alors quelle formation il faut suivre pour s'orienter vers ces métiers. Donc, comme Ajar a présenté, il y a déjà plusieurs métiers. Donc, il ne faut pas imaginer que tout le monde, chaque personne s'installe, une fois que vous avez fait votre formation master des Dauphines 1222, Gaël Lefol qui gère aujourd'hui ces masters, vous sortez, vous devenez un trader, gestionnaire d'un fonds où vous allez avoir des milliards sous gestion. Donc, Ajar a présenté qu'il y a plusieurs métiers, plusieurs services qui sont si importants comme back-office, comme middle-office, front qui va faire finalement face et interface par rapport au marché. Donc, il faut imaginer que tous ces métiers sont importants et on se forme pour ces métiers, pour l'ensemble de ces métiers. Donc, quelle formation? Je dirais la base la plus basique, c'est l'idée la plus basique de s'orienter donc licence. Vous pourriez faire par exemple la licence en maths et ensuite faire le master, s'orienter vers le master des finances des marchés, s'orienter vers les métiers, donc faire quelque chose de plus professionnalisant au niveau du master. Par exemple, juste pour vous donner l'exemple, l'ESSEC. À l'ESSEC, tout est électif, tout est option. Par exemple, mon cours, c'est une option. Mon cours, c'est une option. Ils savent qu'à l'issue d'un master, il va avoir autant de crédits validés. Et donc, ils cumulent en fonction de leurs besoins, en fonction de leur métier sur lequel ils vont s'orienter. Ils vont cumuler ces options, ils vont cumuler ces cours qu'ils vont choisir. Il y a les masters plus encadrés qui vont vous donner moins de liberté. Par exemple, c'est le master 1222 des Dauphines, ou c'est le master du CNAM, où va donner peut-être moins de liberté. Donc, on va vous tracer, disons comme ça, vous tracer un peu le parcours. Il va vous accompagner quel cours vous avez besoin aujourd'hui. Donc, vous avez besoin des cours forcément des macroéconomies. Donc, je vais peut-être rentrer un petit peu dans les détails pour compléter. Par exemple, Ajar a dit qu'il y a cette curiosité qui est nécessaire parce que mon métier ne se limite pas uniquement à l'analyse des risques. Donc, mon métier ne se limite pas uniquement à l'analyse quantitative de mes positions. Donc forcément, ces métiers sont aujourd'hui quantitatifs, mais qui demandent aussi certaines curiosités et l'ouverture, pas uniquement vers l'analyse des risques et les calculs derrière, mais aussi, comme Ajar a dit, ça demande cette ouverture et la curiosité vers les aspects macroéconomiques qui impactent finalement ma gestion, qui impactent la performance de mon fonds. Donc, ces genres de cours est absolument nécessaire, comme la macroéconomie, de quelle manière, par exemple, la politique
politique de la BCE va impacter la gestion des AGAR aujourd'hui. Vous voyez de quelle manière la politique monétaire impacte aujourd'hui ce que j'ai fait et la performance finale de mon fonds. Donc, la formation doit être complète. Disons, doit aller sous. Donc, quand vous devrez choisir la formation, vous devrez voir est-ce que cette formation vous procure la certification AMF, qui est obligatoire aujourd'hui pour exercer, pour intervenir à n'importe quel niveau en finance des marchés en France aujourd'hui. Et la deuxième chose, est-ce que vous garantit le passage, elle ne va pas vous payer, mais au moins le passage, la préparation au niveau des CFA 1 au 2. Donc, vous devrez voir, est-ce que l'ensemble de ces formations, l'ensemble des cours proposés par le master et le niveau poussé, est-ce que vous garantit à l'issue au moins que vous serez prêt à passer cette certification AMF. AMF plus CFA, qui est beaucoup plus technique et plus reconnu au niveau mondial. Merci beaucoup. J'ai une question donc de locaux. Je souhaite connaître les grandes étapes de la création et le développement d'un fonds d'investissement. Donc Ajar, est-ce que vous avez l'opportunité de nous dire un petit peu comment ça se passe pour finalement la création d'un nouveau fonds et son développement? C'est un peu ce que j'abordais juste avant, en fait. C'est d'abord sonder le client, voir s'il y a un intérêt client, avoir une idée, bien sûr, de fonds, soit de nouveaux fonds ou d'un besoin spécifique pour le client. Je parle d'un client parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que chez Ophi, on a plutôt des clients institutionnels, donc des gros clients, pas trop de clients retail. Donc, ça part de l'intérêt client, qui est communiqué au commercial. Le commercial porte l'intérêt au gérant, qui voit s'il est en capacité d'y répondre, etc. Donc, à partir de là, une présentation est faite au client. Une fois que tout le monde est d'accord sur le procédé de gestion, sur ce qui est surtout sur les frais, enfin, il y a tout un tas d'éléments dans les personnes d'accord. Pardon ? Le risque également, je suppose, qui est lié au fonds. Bien sûr. Et une fois que tout le monde est d'accord sur ces éléments-là, là, il faut créer la structure juridique. Donc, de quel type de fonds il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un fonds ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut y souscrire avec une mise de départ fixée? Est-ce que c'est un fonds juste pour ce client-là? Est-ce que c'est un fonds club, c'est-à-dire qu'il y a juste un certain nombre de clients 3 ou 4 qui peuvent y souscrire? Enfin, voilà, il y a tout un tas d'éléments pour la création de l'enveloppe, on va dire, du fonds, qui sont spécifiés au départ. Et puis à partir de là, ensuite, une fois que le client adhère à tous ces éléments-là, il transfère les fonds, enfin l'argent à la société de gestion qui est le gérant derrière. Il doit investir cet argent-là au plus vite. Et du coup, les arbitrages qui se font justement dans ce fonds-là se font quotidiennement, se font périodiquement. Comment ça se passe à ce niveau-là? Les arbitrages. Le fait qu'il y ait justement le fonds qui va être constitué de produits financiers, je suppose que ça doit vivre au fil du temps. Ou est-ce que c'est figé dès le départ? En termes d'AUM, enfin d'actifs sous gestion? Oui. Ou en termes de ce qu'il y a dedans, d'investissement? Les deux finalement, enfin plutôt oui. Ouais. Bah, ça dépend. Si c'est un fonds ouvert, tout le monde peut souscrire, enfin tout le monde, à partir, enfin en fonction de la mise de départ qui est, on va dire 50 000 € par exemple de mise initiale, pour une part. Donc si c'est un fonds ouvert en général, il est à VL, donc valeur liquidative quotidienne. Donc tous les jours, il est possible à un client d'investir. Si c'est un fonds dédié, donc un ou plusieurs ou un nombre restreint de clients, à ce moment-là, le plus souvent, on a des VL hebdomadaires. Et donc, les souscriptions et rachats se font sur ces VL hebdomadaires. D'accord. Ok. Merci beaucoup. J'ai une autre question du coup sur la certification AMF. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette certification AMF pour intégrer la gestion d'actifs, pour intégrer justement une équipe sur un fonds notamment? Pour l'intégrer. Pardon.
Marina, Comme vous voulez, comme vous voulez. Enfin, rapidement, pour l'intégrer, non, ce n'est absolument pas un prérequis qu'on demande. Par contre, pour être gérant, c'est obligatoire. Peut-être je vais juste rajouter, effectivement, le CNAM est agréé par AMF pour délivrer cette certification. Donc, il y a 12 établissements aujourd'hui partout en France qui ont le droit de délivrer cette certification. Effectivement, la certification n'est pas obligatoire pour être sélectionné pour le poste, mais vous donne 6 mois pour passer soit la certification interne, soit la certification AMF. Donc aujourd'hui, c'est AMF qui vous impose et AMF publie toute une liste des métiers pour lesquels la certification est obligatoire et la liste ne cesse de grandir. Donc les métiers, les champs des métiers pour lesquels, à partir du moment que vous structurez, vous gérez, vous commercialisez les parts, vous analysez les fonds d'actifs, vous êtes obligé d'avoir cette certification AMF, ce qui effectivement est obligatoire. Soit vous venez déjà avec la certification parce que vous avez eu dans le cadre de votre parcours du master, soit l'entreprise vous donne 6 mois pour que vous passiez cette certification. Et c'est imposé 6 mois, c'est imposé par AMF. D'accord. Effectivement. J'ai une question sur finalement l'avenir en gestion d'actifs, sur les métiers justement qui le composent. Donc, quels sont finalement, est-ce que les métiers d'avenir est-ce que les métiers de la gestion d'actifs sont des métiers d'avenir? Et est-ce que le Covid finalement, la Covid a-t-elle impacté finalement ce secteur? Alors, est-ce que c'est un métier d'avenir? Justement, on peut parler de transformation dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a de la transformation? Est-ce qu'il y a justement il y a des métiers qui se créent? Ajar, tu voudrais intervenir? Non? Si, enfin, oui. Vas-y, on complétera. Au cours, vous savez, en 2017, pour répondre à cette question, j'ai la tendance, vous savez, je suis de l'académie, j'ai la tendance de venir des lois à une réponse. En 2017, les Échos ont publié un article qui, au cours de ces 4 dernières années, on a vu la suppression des 3000 postes des traders. Et donc, la question qu'on s'est posée, mais quel est l'avenir? Et on est en 2017, donc c'était une très bonne année économiquement parlant. C'était une très bonne année financièrement parlant. Et donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est l'avenir pour la finance des marchés si on voit la suppression des 3000 postes des traders? Pour quelles raisons? Pourquoi c'est possible? Pour quelles raisons? Et quelle est effectivement cette transformation? Quel est l'avenir du métier? Et pourquoi on a vu cette suppression des postes? Parce que l'automatisation, il y a beaucoup de choses qui étaient automatisées. On a compris que les petites mains opérationnelles qui devraient chercher, comme Ajar a dit, que le gérant va avoir une idée de quel volume, sur quelle position, sur quelle valeur il a besoin. Il va confier, donc aujourd'hui, il va confier l'acquisition de ces titres au prix le plus bas, au coût des transactions les plus faibles, avec les délais les plus brefs. Il pourrait confier un algorithme, à une machine qui va. Donc, on a compris qu'une machine, ces fonctions peuvent être exercées mieux par une machine que par un humain. Et effectivement, on a vu la suppression des postes, quand j'appelle les petites mains opérationnelles, qui devraient chercher ces positions avec ces conditions, les meilleures exécutions. Mais je dois vous dire que l'algorithme en soi, c'est une source de risques. C'est une source de risque, la gestion en soi. Donc, les sujets et l'analyse des risques, la détection des sources des risques, la modélisation des risques, les modèles de comment vous couvrir et diversifier ces risques vont être toujours d'actualité. Peu importe la conjoncture, est-ce qu'on est impacté par le Covid, est-ce qu'on est impacté par les subprimes, les questions des risques vont être toujours d'actualité. Et comme je vous ai dit, peu importe la conjoncture, ces métiers des contrôles,
des risques en finance des marchés va être toujours d'actualité, même si on a vu, et quand je vous ai dit, tout le monde imagine qu'il vaut trader, qui vont être en front office, ils vont trader. Mais aujourd'hui, même le régulateur essaie de donner beaucoup plus d'importance aux ces métiers en finance des marchés, aux métiers de contrôle et de l'analyse des risques. Ajar? Oui, si, juste pour compléter ta réponse, le métier de la gestion d'actifs, effectivement, enfin l'industrie de la gestion d'actifs en général, c'est une industrie qui consolide. Donc il y a, on va dire, de moins en moins de place pour les petits acteurs sans vraie spécificité. Et c'est pareil pour les métiers. Par exemple, effectivement, du côté digitalisation, avec les fonds un peu plus quantitatifs de type Smart Beta, etc., il y a beaucoup de gestion vanille qui peuvent ne plus avoir ou ne semble plus avoir trop d'avenir. Ce qui fait qu'il y a l'humain, l'apport qu'il peut avoir, c'est sur les thématiques notamment. Et ça s'explique avec l'essor de toute la partie ESG, extra-financière, etc. En plus de fonds thématiques de type climat, impact social, économie positive, ce genre de fonds qui font la vraie différence et qui ont encore besoin d'un vrai apport d'analystes gérants humains, parce que ça manque encore, enfin c'est en plein développement et il n'y a pas encore de critères quantitatifs, on va dire presse-bouton pour ce type de fonds-là. Donc je pense qu'il y a encore vraiment de l'avenir de ce côté-là. Mais effectivement, c'est une industrie qui est en plein changement. Donc, comme je disais, il y a la partie digitalisation, enfin quantitative, etc. Il y a la partie ESG, mais et puis la Covid, l'impact que ça a pu avoir, c'est bon. Effectivement, ça a montré qu'on pouvait travailler à distance sans problème, voilà. Et puis ça a montré qu'effectivement l'extra-financier fonctionne. Et on a pu voir que les fonds ESG, les fonds avec ce biais ESG ou impact, avaient vraiment surperformé leurs indices. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et cette pandémie a pu le mettre en avant et a montré aussi que il faut aller dans ce sens-là encore plus. Voilà. Et du coup, pour compléter, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu la question d'Ismaël, parce que finalement, la transformation des métiers de la gestion d'actifs passe aussi peut-être par la transformation de la réglementation. Et finalement, est-ce que les nouvelles réglementations, notamment MIFID 2 et la loi Pacte, ont-elles impacté les métiers de la gestion d'actifs, à votre avis? MIFID 2, on le vit clairement parce qu'en fait, ça a rendu la recherche payante. Alors jusque-là, quand on n'était pas côté action, on pouvait avoir accès à la recherche des brokers sans payer cette recherche-là directement. Donc les brokers étaient rémunérés par la suite lors de trades et on avait le droit de, par exemple, à un BP près, dire ce broker-là me fournit plus de recherche, il m'a donné l'idée, donc je passe par lui pour ce trade-là. Donc MIFID a complètement interdit cela. Maintenant, c'est donc notamment en mettant en place l'intermédiaire qui est la table de trading et c'est best execution et c'est tout. Donc c'est meilleur prix qui passe et la recherche est payée en amont. Donc ça, il y a certains fournisseurs de recherche qui n'arrivent plus à survivre, on va dire, donc parce que tout le monde ne peut pas payer 50 000 recherches différentes. Donc on a dû réduire nos fournisseurs de recherche. Voilà, ça a forcé ce changement-là dans l'industrie, notamment côté MIFID 2. Et dans les formations, est-ce qu'on parle justement de ces réglementations et comment c'est abordé? C'est notamment, donc ça fait la suite de ce que je viens de dire de l'analyse des risques et des contrôles. Et les MIFID notamment évoquent deux mots-clés. C'est la protection et le contrôle. Donc MIFID 2 notamment était repoussé d'un an, il devrait rentrer en vigueur en 2017. Mais la mise en place techniquement parlant était assez compliqué et ils sont rentrés le 3 janvier 2018. Pourquoi techniquement était compliqué? Parce qu'aujourd'hui, le gestionnaire, avant de vous commercialiser les parts, même sur votre profil compte titre, sur votre PEA, doit avoir votre profil des risques.
Donc, il doit analyser votre maîtrise des projets, la maîtrise des sujets. Donc, on peut plus, le gestionnaire n'est plus vous orienter vers les produits dits risqués si vous passez pas sur le profil des expertises sur ces produits. Et si vous ratez le questionnaire des MiFID aujourd'hui, vous devrez patienter 6 mois pour pouvoir le repasser plus tard, pour pouvoir acquérir les parts d'un fonds qui vous intéresse. Est-ce que c'est SICAV, FCP? Donc, donc, il fallait qu'un gestionnaire, est-ce que c'est une plateforme qui est agréée à AMF? Est-ce que c'est votre banque? Il fallait qu'ils intègrent tous ces contrôles dans leur plateforme. Et le deuxième mot-clé des MiFID 12, c'est le contrôle. Donc, on a donné beaucoup plus d'importance, on essaie de donner beaucoup plus d'importance ces services, les services dits support qui vont passer le contrôle interne, les audits. Donc, le deuxième mot-clé, c'est le contrôle. Donc, on essaie de donner beaucoup plus d'importance à ces métiers. Très bien, merci beaucoup. Question à nouveau de locaux qui est assez intéressante, qui est assez longue. Pensez-vous qu'en France, il y a un retard quant au métier de la gestion d'actifs, le private equity et les financements par haut de bilan, par comparaison aux pays anglo-saxons par exemple? Pensez-vous que dans l'économie de notre pays, il peut y avoir de la place pour ce genre de financement dit de haut de bilan? Alors, je sais pas Il y a qui de la place. Enfin, toutes les deux, je pense qu'on peut. Mais enfin, clairement, il y a de la place et puis il y a de l'appétit surtout. On le voit clairement. Comme je le disais tout à l'heure, Ophi a des filiales donc de private equity et d'infrastructure, ce genre de choses. Et clairement, il y a un réel appétit des investisseurs sur ces segments-là. Et donc, clairement, il y a de la place en fait. Enfin, est-ce qu'on est en retard par rapport aux pays Est-ce qu'on est en retard anglo-saxons? par rapport aux autres? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je connais pas je connais pas ces métiers-là dans les autres pays, donc je pourrais pas répondre concrètement. Mais en tout cas, il y a un vrai essor en France. On va dire, depuis ces 3-4 dernières années, clairement, il y a un appétit croissant des investisseurs sur ces segments-là parce que il y a du rendement qu'on ne retrouve pas côté obligataire forcément. Donc il y a un vrai, il y a du rendement. Donc pour le moment, ça attire énormément. Irina, un petit mot sur ce sujet peut-être? Je me suis intéressée au private equity et je suis membre d'une association AF2I, donc l'Association française des investisseurs institutionnels. Et à vrai dire, je ne suis pas institutionnelle. Je viens du monde scientifique, je suis académique, mais j'y vais alors Global Invest Forum pour avoir la formation, pour comprendre les sujets d'actualité, pour savoir sur quel sujet je devais orienter mes étudiants. Et effectivement, je me suis intéressée aux private equities et notamment, j'ai récupéré lors de cette Global Invest Forum de AF2I, j'ai récupéré les prospectus des private equities. Et effectivement, ils performent hyper bien au cours de ces dernières années et les private equities françaises par rapport à américains. Mais vous pouvez imaginer que l'ampleur, pour l'instant, ça ne prend pas une telle ampleur. Private equities finance uniquement 1%, représente 1% des financements des entreprises. La France n'a pas, tout court, la France n'a pas les cultures des marchés financiers. Si vous regardez la structure du capital aux États-Unis, à 70%, les entreprises vont s'orienter vers les marchés financiers ou vers les private equities comme les sources de financement 30 vont aller vers les banques. En France, ça va être tout à l'inverse. Donc, c'est 30 qui vont se financer par les marchés financiers et par les fonds private equities, dit private equities, et 70 vont s'orienter vers le crédit bancaire. Alors qu'en réalité, donc ça peut être une source de financement assez intéressante et autant que fonds d'investissement est aussi intéressant même si leur part est assez faible aujourd'hui. Mais c'est le fonds extrêmement rentable par rapport, ils ont comparé par rapport à S&P 500, par rapport à fonds similaires américains. Donc les fonds français private equity sont assez rentables. C'est une gestion de qualité aujourd'hui. La seule différence, en fait, c'est que les fonds, enfin l'argent qui est mis par l'investisseur est loqué pendant une période beaucoup plus longue que sur un fonds sur les actifs cotés. Merci beaucoup. On peut passer du coup à une question d'Aurélien.
Est-ce que la gestion d'actifs devient de plus en plus difficile vu la volatilité des marchés? Est-ce qu'elle devient plus difficile? J'ai envie de dire, tout dépend des classes d'actifs en fait. Il y a des classes d'actifs qui vont être pour lesquelles la volatilité est plutôt bénéfique. Donc, enfin voilà, ça on va dire que la pandémie n'a pas été une année facile, effectivement, très volatile, oui. La période Trump, pareil, mais au final, ça a quand même été une année. Quand on regarde la performance sur l'année 2020, on a quand même effacé, on a effacé on a effacé le choc du Q2. Donc c'est difficile, mais en fait, il faut savoir se positionner. Faut essayer de se positionner le mieux possible en fonction de ce qu'on anticipe et aussi le stock picking et la vision qu'on a de la macro et de l'impact que ça peut avoir, ça joue un rôle vraiment prépondérant pour essayer de tirer son épingle du jeu. Irina, une petite, vous voulez intervenir sur... Peut-être juste, oui, peut-être juste confirmer les propos d'Ajar qu'effectivement, il y a des fonds pour qui la volatilité va être propice. Et au contraire, la faible volatilité, par exemple, la volatilité début d'année 2017, quand il n'avait pas de volume, il n'avait pas de mouvements, au contraire, ça peut être effrayant. Donc, il y a effectivement, tout dépend de quel type de produit vous vous orientez, mais parfois, la volatilité peut être propice. Peu importe même la direction des mouvements. C'est ça ce qui est important. Peu importe la direction du mouvement, même le mouvement baissier avec la haute volatilité peut être propice à certains fonds. Merci beaucoup. Une question intéressante de Yanis qui pose comme ces questions. Que pensez-vous des croissances enregistrées de levée de fonds d'impact? Je suppose que c'est impact social, environnemental, ce type de fonds-là. Ce phénomène est-il amené à durer? Clairement, oui. De toute façon, aujourd'hui, une société de gestion qui n'a pas de tampon ISR, ESG, impact, ne survivra pas. Il y a une vraie demande, que ce soit de la clientèle, surtout pour le moment des clients institutionnels, mais qui vient de plus en plus côté retail. Il y a un vrai intérêt sur l'impact, sur l'ESG, etc. Donc, c'est la croissance. Et puis, la pandémie a encore plus montré que ces fonds-là pouvaient allier à la fois ce côté bon pour l'environnement, pour le social, etc., impact positif, et bonne performance. Donc, tant qu'à avoir les deux, même ceux qui ont tendance à dire moi je veux la performance en premier, et ben cette période-là a montré qu'on pouvait avoir vraiment des très très bonnes performances, meilleures que des fonds, on va dire normaux, tout en ayant ce biais positif. Donc il y a encore du potentiel, quoi. Clairement. Irina, dans les formations, je suppose qu'on en parle de plus en plus. Et puis pardon, c'est juste une chose, et en plus, c'est quelque chose qui est assez naissant aujourd'hui, et tout ce qui est agence de notation et tout ça n'ont pas encore on n'a pas encore de grille, on va dire, de lecture standardisée pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est encore en développement. Donc ça ne va faire que croître dans les années à venir. Effectivement, les questions des ESG, c'est les questions d'actualité et c'est les fonds d'avenir, c'est les sujets d'avenir. Je dois vous même dire qu'AMF va créer un projet de créer une certification particulière sur le développement durable. Et la part des questions qui va correspondre à toute la certification que je viens de vous dire qui est obligatoire aujourd'hui pour exercer ces métiers, la part des questions qui correspondent à ESG, socialement responsable, la finance verte, les green bonds, ne cesse de pomper. Donc, on va rajouter là, chaque établissement devrait rajouter 15 questions supplémentaires. Donc, on est 12 établissements multipliés par 15. Ça vous complique encore la vie pour la certification, mais c'est juste pour vous dire que c'est les fonds d'avenir, c'est les sujets d'avenir. Le régulateur le réalise bien et donc vous accompagnez, donc en amont prépare ces directions, prépare
prépare l'avenir et prépare notamment, donc, comme je vous ai dit, la certification sur le développement durable, parce que ça va être d'actualité, c'est une vague montante. Et d'ailleurs, CFE France propose une certification ESG Financing, voilà. Donc, qui traite de l'intégration des critères extra-financiers, etc., et qui explique un peu tous les différents types de gestion d'impact qui existent. Passons à une question du coup d'Anthony. Est-ce que la gestion active est vouée à disparaître avec l'essor des ETF? Déjà, peut-être qu'on peut réexpliquer ce que c'est qu'un ETF. Un ETF, c'est de la gestion indicielle, en fait. Ça réplique un indice. Et donc, la gestion active, c'est le stock picking. Donc, c'est le gérant qui choisit ses convictions, on va dire, dans son univers d'investissement. Donc, pour moi, non. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle question, c'est que effectivement, les gestions vanille peuvent être remplacées par des ETF, parce que quitte à faire à peu près comme l'indice, moins les frais, c'est plus intéressant de se mettre sur un ETF qui coûte moins cher. Pourquoi pas, ça peut s'entendre. Mais par contre, il n'y a pas d'indice qui réplique un fonds, pour le moment en tout cas, avec des grosses convictions thématiques, des convictions d'impact, etc. Parce que il n'y a pas de critères quantitatifs qu'on peut cocher pour le moment pour ces fonds-là. Donc c'est vraiment un travail en amont des gérants, les gérants qui sont en lien avec les sociétés, qui discutent avec les sociétés, enfin les gérants ou les analystes CSR d'ailleurs, qui sont en lien avec les sociétés, discutent, il y a un vrai travail de recherche qui est mis en place et qui permet de choisir des valeurs dans ces univers-là. Et ce travail-là n'est pas fait par les ETF. Très bien. Irina, vous voulez... Peut-être juste rajouter qu'effectivement, je comprends la question et je me pose peut-être la même question. Je comprends les motifs de cette question. C'est juste pour dire qu'au cours de ces 5 dernières années, la gestion active n'arrive pas à battre la gestion passive. C'est ça la question. Et donc, d'où vient la difficulté? C'est les frais de gestion et le coût de gestion. Le coût de l'analyse des conjonctures. Et ce qu'il a dit Ajar, c'est de comprendre la société, l'analyse, tout le travail qui s'est fait en amont, l'analyse financière, se déplacer vers le directeur financier, vers le PDG de l'entreprise pour comprendre est-ce que c'est une entreprise qui est pour l'instant sous-évaluée. Donc, c'est ça, effectivement, qui coûte relativement cher. Et l'avantage des ETF, effectivement, c'est leurs coûts de gestion qui sont relativement bas. Mais je comprends, donc je ne peux pas vraiment contribuer à cette question et répondre à cette question, mais je comprends les origines de cette question. En restant sur les ETF, on a une autre question d'Aurélien qui se demande du coup l'impact sur les stock picking, entre parenthèses, nivellisation des prix. Est-ce que c'est une question qui peut être répondue? J'ai pas tellement compris la question, pour être honnête. Bon, qu'est-ce que vous attendez par nivellisation des prix? De quelle manière? Aurélien, si vous pouvez préciser un petit peu votre question et on y reviendra justement après. Question métier, du coup, finalement. Alors, peut-être pour Ajar particulièrement, est-ce que vous avez une journée type? Les missions justement qui peuvent être dans cette journée, et après il pose la question de la rémunération d'un gestionnaire d'actifs. Celle-ci, je pense qu'on va la passer. Mais pour le début, une journée type, on regarde le marché, comment évoluent les différents marchés qu'on peut regarder. Nous, on est globaux. Donc on va regarder ce qu'ont fait les US pendant la nuit, ce que fait l'Asie actuellement, l'Europe quand ça ouvre, etc. Souvent, le matin, dans mon cas, j'ai des émissions primaires, donc c'est des émissions de nouvelles obligations convertibles qu'il faut traiter avant que le book ne ferme, donc dans la matinée. Donc analyser le nom, voir si je veux investir ou non dans ce nom-là. Et donner ma réponse au broker en face pour lui demander un certain montant de ce primaire-là. Ensuite, il faut qu'on valide les VL de nos fonds.
Si c'est une période de résultats, il faut suivre les résultats des sociétés qui ont publié. S'il y a des rendez-vous clients, il faut répondre, il faut préparer le rendez-vous client et puis aller voir le client. Donc, si c'est une période où il y a des annonces macroéconomiques, pareil, il faut les suivre, voir ce qu'a pu dire la Banque centrale américaine, européenne, chinoise. Enfin, tout dépend vraiment de l'actualité du jour. Mais en gros, ça tourne autour de qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, qu'est-ce qui s'est passé sur les valeurs qu'on a en portefeuille, et est-ce qu'il y a des nouvelles émissions, des nouveaux primaires ce jour ou pas. Très bien, merci. Nouvelle question, du coup, de Touré. Comment se fait la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la gestion d'actifs? Alors, on a une formation tous les ans. Ouais. Pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc, c'est une formation obligatoire que tous les métiers, on va dire, de front doivent passer. Mais concrètement, nous, au niveau gestion, ça ne nous concerne pas trop. Ça n'est pas du tout quelque chose auquel on est confronté. Après, je pense que ça va être plus dans la relation client. Avant de rentrer en lien avec un client, il y a des KYC, des choses comme ça qu'il faut vérifier avant de prendre la relation client. Mais clairement, au niveau gestion, ça ne nous impacte pas. C'est pas. Et dans les formations, c'est des choses pour lesquelles dont on parle, Irina? Pour les formations, le sujet des blanchissements d'argent et la lutte contre le blanchissement d'argent, ça fait tout en termes de la certification AMF. Donc, c'est obligatoire. Si vous voulez exercer ces métiers, vous serez obligé de rentrer, comme Ajar a dit, je passe la formation tous les ans. Donc, c'est le cas. On se forme sur ces sujets, sur quel reporting on va faire, quel travail va se faire en amont par les sales, comment vérifier la provenance des fonds. Effectivement, ce sera inévitable avant que vous preniez les fonctions. Et je vous ai dit, c'est tout un thème entier est dédié que à donc, les abus du marché, la lutte contre le blanchissement d'argent. Merci beaucoup. Du coup, Aurélien précise sa question donc, sur le stock picking, la nivellisation des prix. Le fait que l'investissement dans les ETF diminue les écarts de prix entre les différentes actions. Plus de sélection entre les bonnes et les mauvaises actions. Est-ce que ça vous aide à répondre? Non? Pas vraiment, non, désolé. Bon, désolé, effectivement, Aurélien. Comment utilisez-vous, donc ça c'est une question d'Anthony, comment utilisez-vous les produits dérivés dans la gestion de vos fonds? Dans mon cas particulier, c'est de la gestion d'obligations convertibles. On n'utilise pas vraiment de produits dérivés, mis à part on utilise des futurs pour la couverture de change et on utilise encore une fois des futurs pour on utilise des futurs pour la couverture de l'exposition de notre delta. Donc une obligation convertible, ça a un delta. Je vais peut-être pas rentrer trop dans les explications, mais le delta, c'est la sensibilité action de l'obligation convertible. Et donc, par exemple, si OFI a une vision plutôt positive du marché action et que nous, avec notre stock picking, le delta moyen de notre portefeuille est inférieur à celui de notre indice, on va utiliser des futurs, on va être long de futurs pour pouvoir être au-dessus de notre indice ou à peu près en ligne en fonction de la vision maison par rapport en termes de delta, donc en exposition action. Et vice-versa, si OFI est plutôt négatif, on va essayer d'être sous-pondéré en delta par rapport à notre indice, donc on va shorter des futurs. Donc c'est essentiellement ça de notre côté, on ne fait pas plus que ça, on est vraiment une gestion pure d'obligations convertibles. Merci Irina. Est-ce que c'est quelque chose dont je suppose que vous en parlez dans les formations, différents produits, de toute façon on met produits dérivés? Il y a tout un cours, hein. Vous savez, la formation du CNAM est très complète et effectivement, on va avoir la complexité, on va avoir de la modélisation des dérivés, on va faire les calculs stochastiques, donc on ne va pas juste évoquer que ça existe et de quelle manière ça permet
de réduire le risque, gérer les risques. Mais effectivement, dans la formation, on va rentrer dans les détails, dans les modélisations des dérivés des différentes natures, avec tous les détails des calculs stochastiques. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, il y a eu quelqu'un qui a posé la question quelle formation il faut avoir. C'est bien d'avoir quand même les bases techniques, les bonnes bases techniques, avant de rentrer dans toute cette question des différentes natures des produits, comment gérer les risques. La gestion des risques, effectivement, est quantitative. Merci beaucoup. Une autre question sur la crypto-monnaie qui prend de l'ampleur sur les marchés financiers. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser en gestion d'actifs? Est-ce que vous l'utilisez déjà finalement? Je l'utilise pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur? Est-ce que c'est quelque chose qui va interagir dans la gestion d'actifs, vous pensez, dans la gestion des fonds? C'est possible, mais pour le moment, sincèrement, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Donc, à voir comment ça évolue. Mais effectivement, on voit bien que c'est quelque chose qui évolue de plus en plus. Les différents pays qui essayent d'avoir leur monnaie, les Chinois qui ont lancé leur yuan. Enfin, oui, c'est quelque chose qui commence à se développer, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Pour nous, du moins. Ça prend beaucoup d'ampleur et d'importance, et la France essaie de se positionner comme un pays qui encadre, qui crée les conditions pour les ICO, pour les crypto-monnaies, sur le pas de vue du cadre juridique au comptable. Donc effectivement, la France essaie de se positionner. Il y a des fonds qui se créent en crypto, mais pour l'instant, vous savez, même AMF fait, vous savez, la fonction d'AMF, c'est de vous avertir et de vous protéger. Donc aujourd'hui, AMF met mise en garde. Donc AMF met en garde par rapport à ces produits. Vous voyez, qui sont extrêmement volatiles. On a les difficultés de comprendre les fondamentaux derrière, de mesurer cette volatilité qui est sur le marché extrêmement sujette aux manipulations aussi. Donc pour l'instant, ça prend l'ampleur, et effectivement, la France essaie de se positionner, de créer le cadre réglementaire, le cadre juridique et le cadre comptable pour accueillir cette évolution numérique et notamment la crypto-monnaie. Merci beaucoup. Du coup, il est 19h passé, donc on va pouvoir clôturer ce live. Est-ce qu'on peut terminer sur un petit mot de chacune d'entre vous pour finalement peut-être le dernier conseil que vous donneriez à un étudiant, un jeune diplômé qui souhaite intégrer la gestion d'actifs? Hajar? Moi, je pense que un jeune diplômé qui voudrait intégrer la gestion d'actifs, déjà, je pense qu'il faudrait garder en tête que l'avenir se trouve dans l'ESG ou dans tout ce qui est programmation, etc. Donc, il faut peut-être essayer de s'orienter vers ces métiers-là. Je pense que ça ouvrira beaucoup plus de portes et que il faut pas se dire que la gestion on y arrive tout de suite. Donc, il faut y aller par étapes. Il faut déjà, enfin, je pense que l'avenir, de plus en plus, s'oriente vers des doubles casquettes. Donc, un analyste gérant, un gérant qui maîtrise tout ce qui est programmation, le Python, etc. Enfin, voilà, c'est les besoins actuels qui se font sentir de plus en plus. Donc, je pense que il faut essayer de fine-tuner son parcours pour essayer de cadrer dans ce cadre-là, quoi. Et puis surtout, ben voilà, OFI recrute, donc il faut pas hésiter, enfin recrute en stage, en alternance et en apprentissage. Il faut pas hésiter à aller faire un tour parce que on offre toute une gamme de métiers. Donc voilà. Et bon courage aux étudiants. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le discours des Hajar et je la soutiens pleinement. Qu'effectivement, aujourd'hui, il faut avoir un double casquette. Quand à l'époque, il y a peut-être une dizaine d'années, on pouvait séparer les métiers des écoles d'ingénieurs. On disait, ils vont faire le code, il y aura Murex, Condor, vous savez, toutes ces entreprises qui faisaient le logiciel des gestions d'actifs. Donc aujourd'hui, le marché financier, à l'époque, on disait que ceux qui sortent des écoles de commerce ou des formations liées à eux, Dauphine, ils vont faire que l'analyse financière, ils vont faire que l'analyse des risques,
analyse qui vont faire la gestion. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas parce que les métiers les plus demandés, ça va être les métiers IT Quant, par exemple, qui va faire, donc, ou les métiers pas uniquement IT Quant, mais quelqu'un qui va pas uniquement analyser la formation. Il faut imaginer que le marché s'est mis à nous donner un tel volume d'informations qui, même pour analyser cette information, vous êtes obligé de faire un petit code. Comme Jar a dit sous Python, sous R, mais vous êtes obligé d'être capable de faire même au minimum un petit macro sous Excel, sous VBA, mais vous êtes obligé de plonger autant que gestionnaire, autant qu'analyste, même pour analyser cette information, vous êtes obligé de plonger dans le code. Donc effectivement, pensez à s'orienter et penser à ces besoins du métier aujourd'hui, qui n'est pas uniquement la maîtrise de tous les aspects financiers, mais aussi l'informatique. Merci, merci beaucoup Aïna. Merci à vous deux pour la participation à ce live. Donc c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes les personnes qui ont visionné ce live et aux personnes qui ont posé des questions. Je rappelle que du coup, Ophi a une page sur DocFinance. Vous pouvez regarder un petit peu toutes les informations justement, notamment de recrutement, mais sur l'entreprise en tant que telle, et sur les actualités de l'entreprise, donc du coup sur leur page sur DocFinance. Le CNAM a également une page, et donc vous allez avoir la possibilité de voir les actualités du CNAM et également du coup les différentes formations qu'ils peuvent proposer, notamment justement dans la gestion d'actifs. Nous, on se retrouve du coup donc la semaine prochaine sur un nouveau live toujours lié à la gestion d'actifs, à l'heure de la technologie, les compétences en devenir. Donc du coup, ça sera le 15 décembre, donc mardi prochain, même heure. D'ici là, donc je vous encourage à aimer notre page Facebook et à partager du coup le replay qui sera disponible sur Facebook dès la fin de ce live et dès demain sur YouTube, et de vous abonner également à notre chaîne. Je vous dis donc du coup bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.